Le verre de jus encore à la main, Amina éclata d'un rire insolent au moment précis où l'aiguille s'approcha de son bras, repoussa la main qui la tenait, renversa la table en marbre italien et lança à la ronde, sous les lustres dorés de la villa, que même la mort devait prendre rendez-vous avant de la toucher, provoquant un silence choqué suivi d'un fou rire général tant la scène semblait irréelle dans ce décor de luxe absolu. Amina vivait dans l'une des plus belles villes africaines, là où les routes brillent presque autant que les montres au poignet, fille unique d'un homme respecté dont la richesse avait fait oublier à beaucoup qu'il était autrefois un simple fils de village. Elle avait grandi entourée de soie, de chauffeurs silencieux et de repas où l'on mangeait plus avec les yeux qu'avec la bouche, et très tôt elle avait compris une chose simple, ici tout s'achète sauf le caractère, alors elle avait choisi d'avoir un caractère incontrôlable. Dès qu'on parlait de traitement, son visage se transformait, elle riait comme on rit au marché quand un vendeur exagère le prix, elle disait que son sang était trop fier pour accepter une injection, que son corps avait signé un pacte avec la santé depuis sa naissance. Et chaque fois cela devenait un spectacle comique où les domestiques détournaient le regard pour cacher leur rire. Son père soupirait mais cédait toujours, car dans cette maison l'amour avait appris à marcher sur la pointe des pieds. La belle-mère, arrivée avec élégance et bijoux après la disparition de la mère d'Amina, observait tout en silence, un sourire fin accroché au visage comme un masque bien poli, disant peu mais regardant beaucoup, et quand Amina se moquait des traitements elle hochait doucement la tête, comme si la vie elle-même racontait une blague trop longue. Un matin pourtant, au réveil, Amina sentit une fatigue étrange, mais elle la chassa d'un claquement de doigts, se moquant d'elle-même, affirmant que même la paresse devait payer loyer pour entrer dans son corps. À midi, autour d'un repas somptueux où l'odeur des plats dansait avec les rires, elle raconta encore comment elle avait fui une simple piqûre la veille, imitant la démarche de celui qui tenait l'aiguille, déclenchant des éclats de rire jusqu'à ce qu'un léger vertige la fasse s'asseoir brusquement, un court instant, juste assez pour que le silence tombe comme une calebasse vide. Puis elle se releva aussitôt, balaya l'air de la main et lança que même le sol voulait simplement lui rendre hommage, et la comédie reprit, plus forte, plus bruyante, comme si le rire pouvait étouffer quelque chose d'invisible. Dans cette ville où l'on cache les fissures sous la peinture neuve, personne ne voulut voir ce que ce malaise annonçait. Les journées suivantes, Amina multiplia les sorties, les essayages, les repas tardifs, affirmant haut et fort que le luxe était le meilleur médicament, et chaque fois qu'on insistait, elle répondait par une plaisanterie piquante, disant que son corps n'était pas un terrain d'essai. La belle-mère, toujours impeccable, glissa un soir en servant le thé que certaines personnes naissent avec trop de confiance et que la vie, patiente, sait attendre, mais Amina éclata de rire, convaincue que ses paroles n'étaient que jalousie déguisée. Pourtant, au fond des couloirs brillants de la maison, les murmures commencèrent, pas des voix humaines mais celles du corps qui fatigue, et Amina, reine du rire, sentit parfois son sourire trembler sans raison, ce qui l'agaçait plus que tout. Elle refusa encore, toujours, transforma chaque inquiétude en blague, chaque conseil en moquerie, persuadée qu'être forte signifiait ne jamais plier, ignorant que parfois la vraie force commence quand on accepte de tendre le bras, même dans une maison où tout semble déjà sous contrôle. Les jours passèrent et le rire d'Amina, autrefois sonore comme un tam-tam de fête, devint irrégulier, parfois absent, parfois forcé, et dans cette villa où tout brillait trop, quelque chose commençait à ternir sans bruit, car la fatigue s'installa comme une invitée indésirable qui refusait de repartir. Elle se levait avec des cernes maquillées à prix d'or, marchait dans les couloirs en talons mais le cœur lourd, s'énervait pour un rien, riait trop fort pour masquer les silences, et quand son père la regardait longuement sans parler, elle lançait une blague pour couper court, convaincue que les mots sérieux portent malheur. Un soir de réception fastueuse, alors que la musique montait et que les invités admiraient les lustres et les robes, Amina sentit sa tête tourner, son sourire se figea une fraction de seconde, elle s'agrippa à une chaise, puis se redressa aussitôt en plaisantant que la danse voulait commencer trop tôt. Mais cette fois les rires furent hésitants, car ses yeux trahissaient quelque chose que même le luxe ne pouvait maquiller. Son fiancé, élégant et ambitieux, commença à se montrer distant, moins présent, observant Amina comme on observe un investissement dont la valeur devient incertaine, et lorsqu'elle lui reprocha son absence, il répondit en souriant que certaines personnes aiment trop jouer avec le feu. Une phrase qui la mit hors d'elle plus que la fatigue elle-même. La belle-mère, toujours calme, toujours parfumée, profita d'un petit déjeuner silencieux pour murmurer que le corps n'oublie jamais ce qu'on lui refuse, puis se tut, laissant ses mots flotter comme une fumée lente, et Amina éclata de rire, mais cette fois son rire se brisa à la fin, chose qui ne lui était jamais arrivée.
Les nuits devinrent longues, le sommeil capricieux, et Amina se surprit à compter les heures, elle qui autrefois ne comptait que les invités à ses fêtes, et quand on évoquait encore la nécessité d'agir, elle se fâchait, accusant tout le monde de vouloir lui voler sa liberté, répétant que céder serait admettre une faiblesse qu'elle refusait d'endosser. Un après-midi pourtant, seule dans sa chambre immense, entourée de miroirs, elle se regarda longtemps et eut pour la première fois peur de son propre reflet, une peur qu'elle repoussa aussitôt en se traitant elle-même de comédienne. La tension monta encore lorsqu'un grand dîner familial fut organisé pour rassurer les apparences, la table débordait de mets raffinés, les conversations se voulaient joyeuses, mais au milieu d'une phrase, Amina sentit une chaleur étrange envahir son corps, ses mains tremblèrent légèrement, son verre glissa et se brisa au sol dans un bruit sec qui coupa toutes les voix. Elle voulut rire, dire que le verre était maladroit, mais aucun son ne sortit, et pendant quelques secondes, le luxe entier sembla retenir son souffle. Elle fut aidée à s'asseoir, tenta de se relever trop vite, vacilla, et cette fois personne n'osa rire, car la réalité, nue et sans humour, venait de s'inviter à table. Plus tard, alors qu'elle se reposait, elle entendit son père dire d'une voix fatiguée que l'argent ne négocie pas avec le temps, une phrase simple mais lourde, qui s'enfonça en elle plus profondément que toutes les paroles précédentes. La belle-mère, à l'écart, laissa échapper un soupir presque imperceptible, comme si elle savait que ce moment arriverait, et Amina, allongée dans le silence, sentit pour la première fois que quelque chose était plus fort que son caractère, plus fort que ses blagues, plus fort que son refus. Mais par orgueil elle se jura que ce n'était qu'un passage, qu'elle reprendrait bientôt le contrôle, ignorant que certaines batailles se gagnent en acceptant l'aide, et que la vie, quand elle commence à parler doucement, prépare souvent un discours bien plus brutal. La nuit qui suivit ce dîner pesa sur la villa comme une couverture humide, et Amina, seule dans sa chambre trop grande, écoutait le silence comme on écoute un verdict, car son corps ne lui obéissait plus avec la même insolence, chaque mouvement demandait un effort qu'elle cachait derrière un sourire appris, et pour la première fois depuis longtemps elle n'avait personne à impressionner, seulement elle-même face à cette fatigue devenue tenace. Les miroirs qui autrefois la flattaient semblaient maintenant lui renvoyer une image étrangère, et elle murmura qu'elle reprendrait le dessus des deux mains, convaincue que la volonté suffit à dompter la réalité, mais le matin arriva avec une lourdeur nouvelle, ses jambes la portaient mal, sa tête bourdonnait. Et malgré cela elle ordonna qu'on prépare sa tenue la plus éclatante, comme si l'élégance pouvait faire taire ce qui grondait à l'intérieur. Son fiancé passa brièvement, parla peu, observa beaucoup, puis s'éloigna encore, laissant derrière lui une promesse floue, et Amina sentit une colère mêlée de peur lui serrer la poitrine, elle qui avait toujours cru que l'amour suivait naturellement la richesse et la confiance. La belle-mère entra plus tard, s'assit sans bruit, posa un regard long et calme sur Amina et dit d'une voix presque douce que refuser de voir la réalité n'empêche pas la réalité d'avancer, une phrase simple, sans accusation, qui fit plus de dégâts que les disputes ouvertes, car Amina ne trouva rien à répondre, seulement un rire nerveux qui s'éteignit aussitôt. Les heures suivantes furent floues, ponctuées de moments où Amina se sentait forte puis soudain fragile, comme une flamme qui vacille dans le vent, et quand son père vint s'asseoir près d'elle, fatiguée mais digne, elle lut dans ses yeux une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue auparavant, ce qui la bouleversa plus que sa propre faiblesse. Il ne parla pas longtemps, rappela seulement que même les arbres les plus solides acceptent l'eau quand la saison devient sèche, et ces mots, chargés de sagesse africaine, trouvèrent enfin une fissure dans l'orgueil d'Amina. Elle détourna le regard, avala difficilement sa salive et admit à voix basse qu'elle avait peut-être été trop fière, un aveu qui lui coûta plus que toutes les douleurs qu'elle avait ignorées jusque-là. La décision de faire face à ce qu'elle fuyait s'imposa lentement, non pas comme une victoire mais comme une reddition nécessaire, et dans ce moment de lucidité, elle réalisa que sa force avait longtemps été un masque, une façon de cacher sa peur d'être vulnérable. La belle-mère, restée à distance, observait la scène avec un mélange d'attente et de retenue, comme quelqu'un qui sait que certaines leçons ne s'enseignent pas mais se vivent, et Amina eut soudain le sentiment troublant que trop de choses avaient été tues trop longtemps. Quand enfin elle se leva pour faire ce qu'elle avait toujours refusé, chaque pas semblait lourd de sens, et dans ce luxe silencieux, elle comprit que le vrai combat n'était pas contre une aiguille ou un traitement, mais contre le temps qu'elle avait gaspillé à se croire invincible. Elle tendit le bras, le cœur battant, non plus avec arrogance mais avec une humilité nouvelle, et alors qu'elle s'apprêtait à franchir ce seuil symbolique, une phrase entendue plutôt résonna dans son esprit comme un tambour funèbre: certaines décisions guérissent,
d'autres arrivent trop tard, et à cet instant précis. Juste avant que tout ne bascule, Amina sentit un vertige plus profond que les autres, laissant planer un doute terrible sur ce qui allait suivre, car la vie, enfin, avait montré qu'elle pouvait être plus forte qu'elle. Cette histoire nous enseigne que l'orgueil et le refus de l'aide peuvent transformer une petite épreuve en grand drame, que la richesse ne remplace jamais la sagesse, et qu'en Afrique comme ailleurs écouter son corps et les conseils sincères est une forme de courage. Si cette histoire t'a touché, ouvre ton cœur, partage-la autour de toi, abonne-toi pour ne pas rater la suite et rappelle-toi que certaines décisions prises à temps peuvent encore changer un destin.